Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission préférée des parieurs du foot et puis de la planète en général sport sur Éclair TV, la fin de match, deuxième émission pour la nouvelle session. Messieurs, j'ai envie de dire, voilà, une équipe qui s'étoffe avec des élèves studieux et puis on va avoir tout à l'heure un troisième entrant. Bonsoir Patrice déjà. Bonsoir à tous et je suis très heureux à nouveau d'être là pour partager ma passion du foot avec tout le monde et surtout essayer de faire gagner des sous à beaucoup de monde. C'est ça surtout. Voilà, autre élément de la team très important, Guillaume Michaud. Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi les titulaires. Malheureusement, je suis un peu triste, il n'y aura pas de championnat d'Angleterre sur la grille, mais il y aura tous les autres championnats, donc voilà, je suis impatient de pouvoir parier ce week-end. Et puis je l'ai annoncé, non les moindres, Snorky qui est avec nous ce soir. Bonsoir maître, bonsoir messieurs. Bah écoutez, je reviens un peu à mes premiers amours. J'étais là il y a quelques années dans l'autre studio et là on revient. Je suis content. Merci Guillaume de m'avoir invité. Puis je suis content de vous voir, vous les parieurs. Je vous écoute toujours, je vous regarde toujours. Donc je suis content de partager ça avec vous les gars. Alors nous sommes là toujours pour cette belle grille à gagner dimanche avant 8h55 et cette fois-ci le pactole est de 500 000 euros. Pour toujours cette modique mise de 96 euros. Une belle grille dimanche à valider, dimanche 18, c'est ça, 18 septembre, avant 8h55. Messieurs, en tout cas, encore une semaine riche, une campagne européenne à la fois en Europa et puis en Ligue des Champions, intéressante. Intéressante avec des résultats qui nous ont quand même assez confortés dans l'idée que ça allait être très très dur cette année. Tous les clubs finalement ont l'air d'être très offensifs et les meilleurs clubs ne sont pas forcément ceux qu'on va retrouver à l'arrivée. Donc il faudra être très bon pronostiqueur pour arriver à trouver les bons résultats. Snorri et Guillaume, j'ai envie de dire, Léo, Alan. Oui, il y a des stars qui se sont illustrées, il y a aussi quelques pépites qu'on a pu découvrir. J'ai vu le gardien du Rangers, McGregor, arrêter de penalty, donc ouais, il y a des petites choses comme ça qui sont toujours intéressantes à voir en Ligue des Champions. On retiendra aussi Marseille qui est encore sur sa série malheureusement et qui n'arrive pas à s'imposer face à Francfort. Il y a l'impression que tout va contre Marseille. Ils essaient de mettre des ingrédients, mais voilà, ça bloque. Et puis oui, à part Paris, malheureusement, c'est que des défaites ou des matchs nuls. Donc on espère une meilleure... après la trêve hivernale, la trêve internationale qui va faire du bien, on espère des meilleures prestations de nos clubs français. Moi, je n'ai pas été très convaincu forcément par les clubs français cette semaine. Même le PSG, j'aimerais les voir en mode rouleau compresseur. J'aimerais les voir pour le foot français. Ils ne doivent même pas en prendre un seul contre Maccabi Haïfa. Ils doivent leur rouler dessus. Insuffisant. Oui, c'est ça. Ils ont toujours ce côté un peu. Ils n'arrivent pas à perdre ce mauvais côté chez eux qui les plombe en fait. Ce côté. On va commencer à jouer quand ça sera dangereux. Tant qu'on n'est pas en danger, on y va tranquille. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il faut être prêt dès maintenant. Je pense que le Bayern ne s'économise pas, le Bayern de Nagelsmann ne s'économise pas, le Real de Madrid avec plein de joueurs sur le carreau et blessés ne s'économise pas, le Barça, même s'il perd au Bayern, ne s'est pas économisé et a quand même dominé pendant une bonne mi-temps mais a manqué de réalisme. Donc les très grosses équipes ne s'économisent pas. Tu parlais de City. Et alors il n'est sur aucune économie. Ne me parlez pas d'économie. Il n'y a pas d'économie quand tu rencontres une mauvaise équipe ou une mauvaise équipe. Tu dois jouer à fond pour être le rouleau compresseur et faire peur à l'Europe. Et en faisant 3-1, oui, alors effectivement, si tu n'as pas regardé le match, tu vois Messi, Neymar, Mbappé, tu te dis bon, ouais, c'est bon. La triplette a marqué, mais il faut les voir jouer pour comprendre qu'ils n'ont même pas fait 8 km chacun. Quoi. Alors est-ce que ce pari-là n'est pas bâti sur justement ces trois superstars avec des prestations individuelles et qui Galtier n'a pas retrouvé la synthèse collective? Patrice. Non, je pense que c'est plutôt un problème, comme disait Snorri, un problème de stars. C'est-à-dire que les premiers matchs, ils se sont donnés. On a vu Neymar courir, on a vu Messi courir. Et depuis quelques temps, depuis Toulouse, ils ne courent plus. Donc c'est vrai que l'équipe se retrouve coupée en deux. Ça marche un petit peu contre des équipes plus ou moins faibles. Ils ont un peu de chance de temps en temps. C'est vrai qu'on se dit, tiens, ils ont marqué 3 buts, donc ça va. Non, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de chance de gagner ce match, parce qu'ils auraient pu le perdre aussi. À 2-0, c'était fini. Ils sont pas passés loin. Hein. Voilà. Donc, non, tant qu'ils n'auront pas réglé le problème des 3 devant, qui ne veulent pas faire l'effort de revenir, je crois qu'on va se retrouver encore avec le même problème que l'année dernière. Puis il y a des joueurs qui font banquette. Ils ont un recrutement qui est XXL cette année, mais pas donner de la chance à des gars comme Fabien Ruiz, comme Soler, pour moi c'est une erreur. Tu dois faire souffler justement tes stars assez tôt dans le match.
Et il n'arrive pas à avoir plus. Bon, il les fait sortir parfois, vous voyez, il les fait sortir, mais à chaque fois ça fait des histoires. À 87 minutes. Tu ne veux pas donner 5 minutes de jeu à des joueurs comme Fabien Ruiz ou comme Soler, malgré des salaires exorbitants. Donc ça nous laisse des doutes pour une arrivée le plus loin possible en finale. Et enfin, Il faudrait Marseille. Il faudrait une remise en question, tout simplement. Moi, je pense qu'en plus, il y a un truc qui me. En plus de cela, de tout ce fait qu'ils ne jouent pas à fond, on va toujours avoir la question, est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Ça fait des années qu'on se dit, est-ce qu'ils sont prêts ? Et en fait, à l'arrivée, ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils tournent autour du pot. Et c'est une erreur. Ils devraient jouer à fond. Ils devraient être un rouleau compresseur. Ce PSG a les moyens d'être un rouleau compresseur. Et de lui-même ne s'en donne pas les moyens. Je pense que derrière, parfois, je suis Sergio Ramos, je ne sais pas si j'ai le sourire quand je rentre dans le vestiaire, parce que tu as joué dans une équipe comme le Real, qui à l'époque où il était un rouleau compresseur. Que tu rencontrais Recreativo Huelva ou que tu rencontrais le Bayern, tu gagnais, tu donnais tout. C'est ça. Et je me dis que la prestation qu'ils ont fait collective, le PSG n'a pas eu besoin en fait de bien jouer pour gagner ce match. Mais le PSG va avoir besoin de bien jouer pour gagner contre des équipes qui seront plus forts, qui vont être obligés de bien jouer s'ils veulent gagner ce match-là. C'était pas le cas là parce que Haïfa ils sont bien gentils, mais t'es pas obligé d'avoir une grosse équipe pour les battre. C'est vrai. En tout cas, regardons ensemble, messieurs, cette grille qui va retenir notre attention. Avec les 14 bons pronostics, vous allez pouvoir aider nos parieurs à glaner. Donc il y a Lyon PSG, Marseille Rennes, Nantes Lens, Nice Angers, Clermont 3, AC Milan Naples, Atlético de Madrid Real de Madrid, Villarreal FC Séville, la Real Sociedad face à l'Espagnol de Barcelone. Un petit match français qui s'est un petit peu Brest Ajaccio, Hoffenheim Fribourg, Union Berlin, le leader actuel, face à Wolfsburg, AS Monza, on connaissait plutôt pour les circuits, face à la Juventus de Turin, et enfin l'AS Rome face à l'Atalanta de Bergame. Mais tout de suite, un premier match, messieurs, qui va un match intéressant, hein, un match qui sent quasi derby, enfin, c'est un match important de la saison. Avec deux équipes qui sont quand même des fortes capitales régionales. Lyon qui reçoit le PSG des trois superstars. Patrice ? C'est effectivement un match de gala, tout simplement. C'est Lyon, qui est la grande équipe de Lyon, qui devrait déjà être dans les trois premières chaque année, qui reçoit Paris, qui est le leader incontestable. Donc, on sait que Lyon est plus à l'aise à domicile, déjà. Ça, c'est un premier élément. Et je pense que Lyon attend Paris de pied ferme. Parce qu'il y a une rivalité, évidemment, toujours entre les deux clubs, même si c'est pas le classico, mais ça reste une grande rivalité. Et on a constaté, on vient de le dire, que PSG, depuis quelque temps, ne brille pas par une attaque. Enfin, ils ont du mal, je dirais, à se mettre dans les matchs déjà. Et surtout, ils ne sont pas un rouleau compresseur comme ils l'ont été contre Lille ou contre Nantes. C'est fini cette histoire-là. Maintenant, ils jouent à l'économie. Et j'espère pour eux, enfin, je pense que Lyon va en profiter. Et c'est un match qui va être très compliqué, à mon avis, pour le Paris, parce qu'il faudra un grand pari pour battre ce Lyon revanchard, qui a envie de montrer justement qu'ils ont une équipe cette année qui est capable de rivaliser avec le PSG. Donc, et puis surtout, attention, le PSG joue tous les 3 jours. Donc, c'est aussi à l'entraîneur Galtier de pouvoir faire tourner son banc, de montrer à ses joueurs qui sont sur le banc qu'ils peuvent aussi apporter à l'équipe. Donc moi je dirais comme pronostic que PSG est logiquement gagnant, mais attention, surprise peut-être. Guillaume Esnori, vous faites confiance au pronostic de Parisien sur ce match-là qui dit Lyon à domicile? Moi, en fait, je pense que l'explication pourquoi le match contre Maccabi Haïfa n'était pas si impressionnant côté PSG, c'est peut-être effectivement il se réservait pour le match contre Lyon, parce que c'est vrai que c'est une affiche qu'ils affectionnent quand même particulièrement. Il y a eu quand même des sacrés matchs de Paris, je pense à Lyon, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des 5-1, il y a eu des choses assez costauds côté parisien, et je pense qu'on aura deux équipes à leur meilleur niveau pour moi. Enfin, j'espère un très beau match, c'est le genre de match que des joueurs comme Neymar, Messi, ils adorent. De l'autre côté, pareil, il y aura des Toko Ekambi, voilà, qui seront prêts à mon avis. Et donc, si les deux équipes évoluent à leur meilleur niveau, je pense quand même que Paris a un avantage parce qu'en ce moment Messi il distribue des galettes à gauche à droite pour Mbappé et Neymar, et je pense que ça va être très compliqué pour les latéraux très offensifs de Lyon de pouvoir préserver leur cage, donc je mettrai le 2 pour cette rencontre. Non, moi je vais m'arrêter au match nul et à la victoire du PSG, parce qu'effectivement Lyon c'est une équipe qui se cherche encore, mais qui se cherche sous boss depuis bien longtemps, depuis 1 an et demi maintenant.
Et puis j'ai pas vraiment confiance en cette défense centrale en fait. Loukeba, Thiago Mendes, ça m'emballe pas. Loukeba m'emballe parce qu'à 19 ans être aussi bon c'est bien. Le petit Malo Gusto c'est très bien aussi. Par contre Thiago Mendes c'est pas un défenseur central de nature et tout le monde n'est pas Laurent Blanc quoi. Tu peux pas démarrer numéro 10 et finir numéro 4 quoi. Donc c'est là où j'ai vraiment un doute sur cette défense que je trouve un peu friable. C'est pour ça que je donne ma chance au PSG parce que je trouve pas la défense de Lyon très bonne. Par contre comme on disait tout à l'heure c'est bien ça. C'est que c'est une équipe malgré tout qui aime les grands matchs. Lyon aime sortir son costard lors des grandes rencontres. C'est ce que demande. Et en plus, aujourd'hui, Ponceau a mis un petit coup de pression quand même à Peter Bosz. On attend des résultats. Sinon, ça va faire du bruit. Il y a beaucoup de bruit justement autour du rachat de Lyon par Textor qui a du mal à mettre les uns après les autres toutes les garanties bancaires pour pouvoir annoncer l'argent qu'il va mettre sur la table. Donc il n'est toujours pas devenu président du club parce qu'il n'y a pas eu de conseil d'administration, parce qu'il n'a pas de quoi présenter tous les papiers pour. On est un peu dans le flou côté Lyon et c'est pour ça que je ne peux pas leur donner la chance de gagner ce match. Donc j'ai mis le match nul et la victoire du PSG. Et écoutez messieurs, le deuxième match avec l'Olympique de Marseille qui est plutôt solide en championnat et un peu malchanceux en Ligue des Champions, qui reçoit l'équipe de Rennes aussi, qui nous gratifie du meilleur et du pire depuis le début de saison. Résultat mitigé en Ligue Europa aujourd'hui. Ce jeudi, Patrice, Marseille peut continuer sur sa lancée. Marseille a fait un excellent début de championnat, incontestablement, et puisqu'ils sont à égalité avec PSG. Bon, maudit en Champions League, incontestablement, parce que c'est vrai qu'au Tottenham, ils ont fait un beau match, on ne peut pas dire le contraire. Celui, le dernier, était un peu plus poussif, c'est vrai. Mais c'est vrai que Marseille surprend, parce que Marseille a une équipe pour pouvoir bien se comporter partout. Et pourtant, à chaque fois, on reste sur notre fin. Alors, est-ce que c'est l'entraîneur Tudor qui s'endort un peu, si je puis dire? Est-ce que c'est lui qui fait des mauvais choix? On l'a critiqué, par exemple, d'avoir sorti Payet et son meilleur joueur la dernière fois. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils jouent à domicile, il faut qu'ils se rattrapent. Parce que sinon, on va se retrouver à nouveau dans une crise. Ils peuvent compter sur Tavares et sur leur super Sanchez. Donc, je pense que contre Rennes, où il y a Monanda en face, petit clin d'œil, ça va être un peu sympa. Enfin, ça va être sympa. Je pense que ça va être un match compliqué pour Marseille, mais un match sympa parce que Rennes viendra pour faire un résultat. Donc, je dirais Marseille vainqueur pour le principe. Parce que c'est vrai que Marseille, au Vélodrome, ça reste quand même une équipe qui devrait gagner ce match. Mais attention, beau match, mais ça va être un match difficile à pronostiquer. Guillaume ? Moi aussi, je vois Marseille vainqueur. Alors, il y a 3 raisons. La première, c'est effectivement le fait qu'ils jouent à domicile. Depuis le début de saison, Marseille à domicile, c'est guichet fermé, c'est complet. C'est une ambiance de malade et ça se voit que ça impacte vraiment les joueurs. On dit que le public, pendant le Covid, ça n'a pas influencé, on ne voyait pas la différence. Moi, je pense que quand même, ça a un impact. La deuxième chose, c'est l'entraîneur. On ressent la patte qu'il avait à Hellas. Il arrive à le reproduire sur l'équipe de Marseille. Donc, c'est une équipe qui récupère... dès qu'il récupère le ballon, ça va vite. Beaucoup de pressing. C'est pas forcément de la domination, mais c'est relativement efficace, notamment contre des équipes qui sont soit au même niveau, soit en dessous. Et dernière chose, c'est que la plus de récupération côté Marseille. Rennes ayant joué jeudi, Marseille mardi, je pense que Marseille sera quand même beaucoup plus frais. Donc je mettrai le 1. Moi j'ai mis le grand écart parce que le Marseillais que je suis doit forcément louer ce que fait Igor Tudor. Mais je sens pas... comment te dire, quand tu vois les fins des matchs, quand tu regardes bien le tour d'honneur, comment ils vont s'applaudir, comment ils s'encouragent, je vois pas des grands rires comme je voyais, des grands sourires comme je voyais l'an dernier avec Sampaoli. J'ai quelques infos comme quoi c'est pas non plus l'hyper éclate comme l'an dernier en termes de vie de groupe. Et tant que les résultats vont bien, mais pour moi on marche sur une fine couche de glace qui pourrait bien péter avec 2-3 défaites parce que le coach est très colérique. Si vous avez un peu regardé les séances d'entraînement qui ont été filmées, il leur met des coups de pression un peu genre je sais tout, je verrai tout, dès que vous déconnez, je verrai tout, c'est pas un jeu de mots avec Jordan verrai tout. T'es pas mal. Je sais tout, je vois tout et si vous essayez de m'avoir, je vais vous rattraper. Il te menace un peu comme un mafieux croate, je suis désolé de te le dire, moi ça m'a fait ça, t'as un mec de 2 mètres qui te dit... C'est fini les paillettes en fait. C'est fini les paillettes.
ça y aide un petit peu. Mais, et à partir de là, il y a des joueurs qui étaient importants. Je pense notamment à Gerson, qui est méconnaissable ou pas loin d'être méconnaissable par rapport aux joueurs qu'on avait. Il n'est plus dans la liste de la CSAO. Donc vouloir faire le grand ménage, c'est bien, mais va pas trop vite. Oublie pas qu'il avait... Ce que je reproche, en fait, c'est ce genre de coach qui arrive et qui balaye tout ce qui était avant. Tu avais déjà un système qui fonctionnait, rajoute le tien en plus, ça te fait 2, 3, 4, 5 formes de jeu, mais ne balaye pas tout. Et c'est ce que je lui reproche un peu. Donc c'est pour ça que je pense que Rennes cherche un match référence. Rennes avec le réveil de Souleymana, qui commence à être de plus en plus fort, qui met but sur but, attention. J'ai l'impression que les cadres qui ont mis du temps à Rennes à savoir ce qu'ils allaient faire cet été, c'est un peu ça l'histoire. C'est que Rennes, c'était une belle saison, mais est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Le temps de remettre tout ça à flot, Bruno Genesio s'en est plaint, un peu comme Camboiré avec Nantes, qui s'est plaint qu'on mettait trop de pression extérieure à ses joueurs pour qu'ils soient vraiment efficaces. Ludovic Blas en est l'exemple. Et bien là, c'est pareil pour Rennes, et je pense que ça y est, on sait que le mercato est terminé, Rennes va redevenir sérieux. Et dans la suite de la continuité de leur victoire 5-1 de la semaine dernière, je pense qu'ils peuvent créer la sensation au Vélodrome. Ouais. D'accord, messieurs. Moi, je reste encore sur Marseille gagnant parce que je trouve que, comme je l'ai dit, ils ne sont pas au niveau européen, mais pour le national, je pense qu'ils peuvent continuer à être des bons gladiateurs à domicile. Troisième match, monsieur, Nantes qui reçoit Lens, hein, deux équipes qui sont plutôt de bonnes surprises pour le début du championnat, avec encore une petite primeur à Lens qui vraiment tient la dragée haute, qui n'est pas très loin de Marseille et de PSG. Patrice, Lens à l'extérieur. Ça va être encore un très beau match. Les trois matchs qu'on vient de citer, là, à mon avis, ça va être de très beaux matchs. Alors, Nantes-Lens. Alors, attention à Nantes, parce que Nantes, depuis quelques temps, marche moins bien. Ils sont quand même 15e. Ils ont gagné une seule fois en 7 matchs. Pourquoi? Parce que, évidemment, ils sont sur beaucoup de tableaux. Ils n'ont pas le banc qu'il faut pour cela. Et avec toute la bonne volonté, ça va être compliqué au fur et à mesure. Là, ils vont jouer un très bon Lens qui a le feu sacré, comme on peut dire. Ça n'arrête plus. 5 victoires, 2 nuls, quasiment co-leader. C'est pas le meilleur moment pour aller attaquer cette équipe lensoise. Quand on a un Nantes qui est fatigué, j'ai l'impression, qui a joué beaucoup trop de matchs, qui a fait un exploit Olympiakos, mais c'était peut-être quelque chose qui cachait la forêt, enfin comme on dit. Hein. Donc j'espère que Nantes ne va pas couler dans ce match, parce qu'après le 3-0 qu'ils ont pris aujourd'hui, attention, danger. Donc moi je suis un parieur, je vais dire Lens vainqueur, parce que tous les voyants sont au vert à Lens et un petit peu orange à Nantes. Guillaume, Nantes a les moyens de contrarier la bonne lancée? Moi je pense, parce que Lens, là où ils ont perdu les 2 matchs nuls qu'ils ont eu, c'était à l'extérieur, donc c'était pour un déplacement à Ajaccio, un déplacement à Reims, donc ils sont pas forcément des cadors. Je pense que Nantes a peut-être l'intention de se reconcentrer un peu sur le championnat, parce que ça reste l'objectif principal. Donc là-dessus, moi je me suis laissé tenter par un match nul, un nul sec, en espérant qu'ils puissent passer dans la grille. Moi, je suis d'accord avec Pat. Nantes se dépouille un peu avec ces 2 tableaux à jouer. Tu sens bien qu'il n'y a pas le banc. Et en plus, ils n'ont pas eu leur meilleur joueur, Randall Colomwani. Donc ça fait heureusement, ils n'ont pas perdu Blas. Sinon, il resterait plus grand monde pour. Il reste Simon. Oui, ils ont Moses Simon. Voilà, ça doit être le 3e as sur les 4 avec Alban Lafont, je pense, dans les buts. Là, tu as les 4 meilleurs joueurs qui ont emmené Nantes à la victoire l'an dernier en coupe. Mais c'est évident que ça va être difficile pour eux de jouer tous les tableaux. Mais j'ai regardé les mêmes statistiques que toi, Guillaume, et j'ai vu qu'effectivement Lens à l'extérieur, c'est moins suprême qu'à domicile à Bollaert, parce qu'à Bollaert c'est le feu sacré, comme tu dis. C'est les corons, ils sont à fond, alors que c'est vrai qu'en déplacement ils sont moins bien. Donc je pense que la victoire de Nantes peut s'envisager, et voir un match nul, parce que Lens reste quand même une des top équipes de ce début de saison. Ok messieurs, 4e match de cette grille, Nice qui reçoit Angers. Il y a du mieux chez les Niçois quand même, hein, depuis comme je le disais la dernière fois, les échanges un peu à réaction à la fin du mercato. Est-ce que la salade niçoise prendra face à Angers, qui, bon, c'est pas l'Angers de l'année dernière en tout cas?
Oui, alors, clin d'œil à notre. c'est vrai. Alors, ceci dit, ce match-là, par contre, je ne sais pas s'il va être très beau parce que c'est deux équipes qui ont des départs un peu poussifs cette année. Nice qui devrait avoir une bonne équipe avec le recrutement notamment de Pépé qui venait s'ajouter à Delors et à Laborde. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne carburation. Et puis Angers, alors Angers, j'avais dit beaucoup de mal d'Angers la semaine dernière parce que Angers avait suivi la même déconfiture que la saison dernière. Juste au titre, ils sont pas très bons, t'as raison. Ils sont pas très bons. Bon, ils ont parfait contre Montpellier la semaine dernière, donc ils m'ont un peu chagriné dans mon pari. Mais donc, est-ce que ce sera le déclic? Est-ce que ce sera la mèche qui allumera le pétard, ou ce sera un pétard mouillé? Donc, on verra ça. Bon, a priori, Nice favori chez eux, avec l'armada offensive qu'ils ont. Donc, je mettrai Nice vainqueur là-dessus. Bah, c'est vrai que je sens un Nice qui petit à petit, mais ils partent de très loin, monte en niveau. Et Angers, qui ont battu Montpellier, mais c'est vrai que Montpellier, je trouve que c'est vraiment l'équipe impronosticable cette année, donc c'est assez dur de se situer. C'est un match assez incertain, donc moi je suis parti sur un double. C'est une victoire de Nice qui serait ma foi logique, mais je me suis laissé tenter par Angers parce que c'est deux équipes finalement qui sont vraiment à la recherche de points, 19e et 12e. Nice espère beaucoup mieux que la 12e place, je pense, donc je pense que c'est des équipes qui vont se livrer parce que les 3 points sont vraiment obligatoires pour les deux. Oui. Moi, mon pronostic ira pour Nice parce que Lucien Favre a eu la bonne idée de se débarrasser des boudeurs de son vestiaire, des divas, je pense à Dolberg, je pense à Gouiri, qui sont des gars un peu compliqués à gérer, et de reformer le duo montpelliérain qui marchait, Laborde de l'or. Les tontons flingueurs. Et dès le premier match, boum, Delors marque. En 2 matchs, en 2 rencontres, tu sens le jeu. Même aujourd'hui, ils ont joué de cette manière. Effectivement, tu avais Ramsey qui met un but. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir, de prendre les paris, quel VIP va mourir demain. Mais au-delà de ça, c'était vraiment, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire tout doucement. Et je pense que Lucien Favre, c'est un mec qui aime le calme. Peut-être parce qu'il est suisse, peut-être pas trop le pousser, mais en tout cas, il s'est bien débarrassé des relous. Et à partir de là, il peut mieux tenir son équipe. Et je pense que Nice est un peu comme Angers, c'est vrai. Ils partent de loin, ils sont en progression, mais Angers part de beaucoup plus bas. Donc je pense que Nice va l'emporter et qu'Angers continuera à progresser, mais dans d'autres rencontres par la suite. Moi, j'ai quand même l'impression que ce sera un match un peu fermé, parce que les deux équipes n'auront pas envie de perdre. Et comme vous le dites, peut-être un petit plus pour Nice qui reçoit, parce qu'ils ont de quoi pouvoir gagner ce match-là, mais je pense que Angers va tout faire pour ne pas au moins perdre à l'extérieur. Moi, je vois ça. 1 et N, quoi. 1 et N. Dernier match de la grille avant notre première pause, messieurs. Un match qui va donc occuper entre Clermont et Troyes, deux équipes, voilà, qui nous ont pas aussi l'année dernière un peu marqué les esprits. Puis cette année, c'est un peu plus compliqué. Bon, Clermont a quand même 10 points, c'est un petit peu mieux que Troyes. Est-ce que Clermont a les moyens à domicile de pouvoir gagner 3 points de plus que celui qui est pas très loin? Oui, moi je pense que Clermont fait le même début de championnat que l'année dernière. Ils ont lancé la machine un peu comme ils avaient fait l'année dernière. 3 victoires, 3 défaites, 1 nul. Bon, voilà, pour un club comme Clermont, je trouve que c'est pas mal. Donc j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils ont un entraîneur qui est assez intelligent et qui a réussi l'année dernière à se maintenir en Ligue 1. En produisant du jeu. Et en produisant du jeu, voilà. Moi, Désolé. J'ai toujours été. Salut Pascal Duprat. Je vais te reconnaître. J'ai toujours été très admiratif de Clermont depuis le début, je le dis. Et Troyes a l'air de mieux commencer aussi la saison que l'année dernière. C'est qu'ils ont quand même pas mal de victoires, notamment Monaco. Excusez du peu. Et Angers. Donc, mais enfin, je mets Clermont favori chez eux parce qu'ils ont toujours très bien joué chez eux. Donc, je mettrai Clermont et peut-être un petit nul à côté pour assurer. Voilà. Guillaume ? C'est vrai que pour moi, Clermont a un petit avantage. Ils reçoivent à domicile. Ils sont sur une bonne série par rapport à 3. Les 4 derniers matchs et 4 victoires du côté de Clermont. Donc ils ont su remplacer Mohamed Bayo. Je pense qu'ils ont bien fait de le remplacer parce qu'on se rend compte que le bonhomme il est finalement pas très sérieux, par un Serbe qui s'appelle Andrić et qui a déjà marqué 2 buts. Donc voilà, je mettrais Clermont vainqueur, et 3, je pense que comme l'année dernière ils vont batailler pour ne pas descendre. Ouais, comme on disait, Clermont est une équipe qui aime le jeu, une équipe qui ne ferme pas le jeu. Ils ont perdu Bayo, on aurait pu... Ça, quand tu es en deuxième partie de tableau, tu as un buteur qui te met une quinzaine de bannettes par sens, ça peut être compliqué. Mais voilà, ils ont pris Andrić qui essaye et qui parfois marque. Ils ont Cham qui est très bon, qui fait danser le zouk à toutes les défenses actuelles qu'il a rencontrées. Bon, c'est pas Thierry Cham, mais c'était vraiment très bien. Et ils ont récupéré un régulateur très important, je pense. Au niveau de Clermont, c'est Maxime Gonalon.
Ça peut paraître un peu retour de Godalon, bon soit, voilà, c'est un joueur qui n'a jamais eu la carrière peut-être qu'il aurait pu avoir, mais qui a été un emblématique capitaine des Gaunes, qui après n'a pas trop réussi à la Roma, qui n'a pas trop réussi en Espagne non plus. Mais lorsqu'il est revenu, il est un pion essentiel de cette équipe. Je pense qu'il leur amène l'expérience, le sérieux dont ils ont besoin, et puis ils ont toujours le Kawi, le Joker, donc je vois Clermont l'emporter face à 3. Merci messieurs, on se laisse avec déjà ces 5 bons pronostics pour gagner ces 500 000 € dimanche. On se retrouve après une première coupure. A tout de suite, amis parieurs. Vous êtes bien avec nous de la feuille de match avec les 3 élèves experts. On se retrouve pour les 9 prochains matchs de cette grille de 14 bons pronostics à Vervaloir ce dimanche. Patrice, tout de suite avec le Milan AC, solide leader, co-leader on va dire de son championnat en Serie A, mais aussi un bon patron aussi en Ligue des Champions qui se fait respecter avec un Giroud, ma foi, du bon vin vieillissant. Qu'est-ce que peut faire? Moi, j'ai mis mon triple là-dessus. Je vous le dis, c'est quand même Naples aussi qui joue le premier rôle. C'est le premier, on voit bien, à la différence de but. Est-ce que Naples va pouvoir donc faire la première défaite de Milan à l'extérieur? En tout cas, ça joue bien. C'est pas beau, forcément, mais ça joue bien. Le Napoli d'aujourd'hui est intéressant, messieurs. Toute la question est là, effectivement. Ça va être un match très compliqué à pronostiquer, parce qu'un sacré beau match, en tout cas, parce que Milan et Naples se partagent la tête. Naples est premier, Milan est troisième au Galavridge. Donc, deux équipes qui ont très très bien commencé dans le championnat. Milan est vaincu, tout simplement, en championnat depuis le début. Et puis Naples qui repart sur les mêmes bases que l'année dernière, 4 victoires, 2 nuls. 3-0 contre Glasgow. Non, c'est ces équipes qui sont capables de gagner le Scudetto, puisque Naples a perdu l'année dernière sur le fil. Donc ça n'a pas été compliqué. Et là, c'est un match à 6 points. Bon, donc effectivement, d'un côté, on a un Milan AC avec un Giroud qui a l'air de bien s'adapter à cette équipe et qui marque pas mal, en tout cas qui fait la différence. Il a éclipsé Zlatan. Ah oui, complètement. De toute façon, Ibra, il s'est fini, c'est réglé. Il est blessé maintenant pour des mois et des mois. Donc non, mais il a répondu qu'il allait revenir encore plus fort. Oui, bon. Le problème, c'est qu'il ça, qu'il avait 22 ans à l'Ajax, ça peut, tu vois. C'est Sangoku, il revient à chaque fois. Il faut qu'il fasse comme Federer, je pense qu'il faut qu'il s'arrête là. Et puis voilà, pour Naples, il y a Osimhen qui est absent, donc c'est peut-être un petit handicap, peut-être. Mais par contre, Simeone est là. Il y a un joueur, tu vas peut-être, comment il s'appelle? Kwarakutikia. Faraxia. C'est difficile à dire. J'ai jamais pu prononcer son nom. Qui peut aussi leur abandonner. Donc moi, ce match-là, effectivement, je propose de mettre, si on peut, le triple, parce que c'est vraiment un match très compliqué à pronostiquer, mais j'ai hâte de le voir parce que ça risque d'être un beau match. Guillaume, un peu plus risqué que le triple, allez. Ouais, parce que j'ai mis le triple sur un autre match. Voilà. Donc il a fallu retirer une case. Et là, c'est mon cœur qui a parlé. Désolé, c'est pas vraiment du pronostic, c'est vraiment le cœur. Je suis vraiment amoureux de ce joueur georgien Faraxia parce que c'est très difficile à prononcer. Il a un côté messiesque. Quand il a le ballon, il va forcément. Désolé, on sera peut-être pas d'accord. Il a un côté messiesque. Alors attention. J'ai hâte de voir la phrase derrière parce que là, quand même. Il a une capacité à dribbler les joueurs. Je trouve ça hallucinant. Contrôle de balle, frappe enroulée, des 2 pieds. Non, vraiment très impressionnant. Et puis, un autre joueur que j'aime beaucoup, c'est le petit Simeone, qui est parti de très très loin et qui arrive quand même à un niveau de carrière auquel on ne l'y attendait pas. Donc, et Naples a quand même fait des prestations en Ligue des Champions. Vous vous souvenez du match contre Liverpool qui franchement ont attiré mon respect. Donc là-dessus, je vais tenter le double match nul ou victoire de Naples, parce que je pouvais pas mettre mon triple. C'est le match de référence pour Naples, match test, voilà. Exactement. Après, ils ont une bonne dynamique. Ils sont à presque 15 buts en 3 matchs. Donc l'attaque de feu de Naples, mais c'est une équipe qui prend des buts à chaque match. Alors que Milan, c'est pas une équipe qui prend souvent des buts. Non. Ils ont quand même le meilleur goal d'Italie. Peut-être même dans ce monde. Il l'a pas montré ce mercredi. Il l'a pas montré là, mais en général, force est de constater comme Mike Maignan est un. Ouais. Après, je pense que Pioli contre Spalletti,
c'est quand même des entraîneurs qui vont. On n'est pas dans un remake 90 Marcio Lippi, Capello. Je pense qu'on va avoir le droit quand même à du jeu un peu ouvert, donc je leur fais confiance pour nous mettre du spectacle. Donc, et puis de toute façon, la tête de la série elle est très resserrée. Ils sont 5 à se tenir à un point en haut du classement. Donc j'ai mis le 1 et le 2 pour du grand spectacle. Voilà. Ok, messieurs, mais partons en terre ibérique avec un Atlético de Madrid qui reçoit qui le Real de Madrid. Ça, c'est. Il n'y a pas plus derbyesque que ça. Enfin, voilà. La suprématie au niveau de la capitale entre ces deux clubs-là. Encore une fois, est-ce que l'Atlético a de quoi arrêter l'hémorragie non, parce que tout réussit, moi je le dis encore une fois en parenthèse. Même quand ça joue, même ils sont menés 85e minute et puis il reste 5 minutes et puis ils nous mettent 2 buts à la fin, le Real gagne. Est-ce que ça va être encore le cas face à l'Atlético, Patrice? En tout cas, voilà, encore un autre choc. Décidément, on est servi cette semaine. C'est le derby, c'est le trône de la ville qui est en jeu, tout simplement. C'est toujours un match très spectaculaire à voir parce que les deux veulent absolument pas perdre. C'est très important pour eux. Et puis, alors en face, il y a donc Atlético avec des joueurs qui sont quand même un peu moins prestigieux que le Real. Il y a le problème Griezmann qui peut pas jouer tout le temps, enfin qui peut pas jouer tout le match. C'est invraisemblable cette histoire-là. Et en face, il y a Real Madrid à qui tout réussit. Et on a vu là dernièrement que finalement il n'était pas aussi Benzema dépendant qu'on le pensait, puisqu'il y a aussi le petit Vinicius qui lui est en train de se créer une carrière incroyable, qui montre ses talents tous les jours. Et donc voilà, il y a toujours un qui remplace l'autre au Real. Quand Ronaldo est parti, on a dit il n'y a plus Ronaldo, eh ben non, il y a Benzema. Benzema n'est pas là, eh ben non, il y a Vinicius. On ne sait plus comment faire pour que cette équipe arrête de gagner. Donc moi, c'est un match où on aurait pu mettre le triple aussi, bien sûr. Hein. Mais je pense que Real va encore gagner à la dernière minute par un Valverde qui va passer à Hazard, qui marque jamais, mais qui va marquer là. Enfin bon. Non, mais je crois que ce match-là va être beau, et en même temps, très compliqué à pronostiquer. Donc je dirais Real vainqueur peut-être, mais je mettrai 1 ou 2. C'est-à-dire que je mettrai ou Atlético ou Real, parce que sur ce match-là, c'est très compliqué. Guillaume ? C'est vrai que le Real a des joueurs en forme. On a Vinicius Junior, on a Fefe Valverde qui est dans la forme de sa vie actuellement. C'est vrai que le Real s'est gagné les matchs à la dernière minute, ça nous l'a montré pas mal de fois, mais attention, l'Atlético, moi j'ai déjà vu pas mal de matchs de l'Atlético, il y a 0-0, Jiménez il prend un corner en 0 et voilà, c'est fini. Donc, non, il y a quelques joueurs à Atlético, c'est pas une équipe à sous-estimer, c'est un derby, c'est des matchs Atlético-Real, souvent ça fait 0-0, 1-0, 0-1, enfin c'est jamais des matchs où il y a 4 buts d'écart, ou quand ça arrive c'est souvent l'Atlético qui élimine. Donc non, le trip pour moi c'est un match extrêmement difficile à pronostiquer. Snorri ? Je pense que le plafond de verre pour cette équipe, quand on regarde les stats de Diego Simeone contre le Real Madrid depuis ces dernières années, c'est quasiment que des défaites ou des nuls. Il n'arrive plus à comment dire, au début de sa carrière, quand il arrivait à l'Atlético, au bout de quelques années, les années où il gagnait les titres, il arrivait à gagner ce derby. Maintenant, il ne le gagne plus depuis pas mal d'années. Et en plus, comme tu le faisais remarquer, ils ont toujours des munitions, le Real. Eden Hazard, à la cave, Ancelotti te l'a ressorti, il est frais, il dit t'es fit, tu veux faire la Coupe du Monde, bastonne, super, si tu suis pas le mouvement, tu fais comme Gareth Bale, tu pars faire du fric au States, c'est ton problème. Mais ça, je trouve ça très très fort. Même Asensio, qui est un bon joueur, mais qui n'a pas toujours le truc, il a réussi à en faire une pièce maîtresse. Antonio Rudiger, il n'a pas encore pris la pleine mesure, mais quand il va la prendre, avec Alaba, bon courage pour y aller les gars, ça va être compliqué de battre cette équipe du Real. Donc, et puis Thibaut Courtois, en plus ils ont vraiment, c'est-à-dire que d'un côté on a deux très bons gardiens avec Oblak, mais je crois que ce Real psychologiquement prend toujours le dessus. Cette équipe-là, en tout cas du Real, celle qui a gagné les 3 LDC la dernière, prend psychologiquement toujours le dessus sur cette équipe, autant de choloesque qu'elle peut être. En tout cas, ce match va se jouer sans Benzema. Attention Ballon d'Or qui était trop vite annoncé. Quand on voit ce que fait Lewandowski côté. Mais il fallait marquer contre Neuer. Il fallait pas rater le rendez-vous avec son ex. C'est vrai. Mais bon, c'était compliqué pour lui quand même. On le voit. Et ce qu'il a raté, il ne rate pas en général. Ouais. Messieurs, Villarreal qui reçoit le FC Séville. Match normalement de haut rang. Des équipes qui tutoient toujours les places européennes. On a un Villarreal qui joue un peu mieux en ce moment, il me semble. Et FC Séville qui
Bon, qui a alterné un petit peu. Ils sont un peu décevants techniquement, moi je le dis très clairement, par rapport à ce qu'ils offraient d'ici il y a 1 an, 2 ans. Patrice, est-ce que Séville peut créer la surprise et aller gagner chez les Choumarins jaunes? Ce serait une surprise alors, hein, parce qu'effectivement, Villarreal, depuis quelque temps, nous avait habitués à un parcours sans faute. Hein. Ils avaient fait, je crois, 16 victoires de suite, avant la petite bévue à Betis, qui nous a un peu plombé, nous, les pronostiqueurs, parce que c'est vrai que c'était un peu imprévu. Bon, ben voilà. Peut-être que c'est la fatigue aussi, ça peut arriver. Hein. Et puis en face, il y a un Séville quand même qui se raide les pieds, on va dire ça. D'ailleurs, je pense que même son entraîneur... Le Boutegui, il est sur la sellette. Voilà, on ne sait pas trop. Je pense qu'il va bientôt partir. Donc, et puis surtout, c'est une équipe qui a été extrêmement affaiblie par les transferts. Voilà, déjà. Ils ont été, comme on dit, vidés de leur substance. Donc, contre un Villarreal... qui a, à mon avis, un très bon fond de jeu et qui est quand même 5e et qui a de grandes aspirations cette année, ça va être compliqué pour Séville. Donc moi j'ai mis une victoire sèche de Villarreal. Guillaume? Moi je vois effectivement Villarreal plutôt l'emporter. Après Séville, il y a quand même des bons joueurs, hein. Je pense à Rodrigo de Paul au milieu, qui est capable de sortir. En fait c'est une équipe un peu tout seul. Ouais, il est un peu tout seul. Et ils ont des joueurs assez inconstants en fait, moi je trouve. Ils n'arrivent pas à enchaîner des bons matchs. Younousi, tout ça, c'est pas toujours. Mais bon, Villarreal, c'est pas non plus une équipe imbattable. Donc là-dessus, je vais mettre un double. Victoire de Villarreal à domicile, ou alors un match nul. Alors Snorri, Séville va couler à Villarreal? Non, je trouve que Villarreal est plus stable, plus serein. C'est la même dynamique, c'est à peu près la même équipe que celle que Unai Emery a récupérée. Ils ont été champions d'Europe. Ils ont ensuite fait une très très belle campagne de Champions League l'an dernier. Leur seul écueil, ça avait été de perdre contre l'OM en début de saison, il y a ça un an. C'était du temps, très loin. C'était il y a longtemps. Ils n'ont pas encore fait rentrer vraiment Cavani dans le schéma de jeu, mais ils en ont peut-être même pas besoin. Je les trouve beaucoup plus stables, beaucoup plus sereins, alors qu'à Séville, tu sens bien qu'on est à la fin d'une époque et qu'on va essayer de retrouver l'air ailleurs. Donc je mets vraiment le Villarreal pour une victoire nette, le 1. Voilà, messieurs, le 4e match, un match piège pour moi, parce que ce sont deux équipes qui sont de le ventre mou. La Real Sociedad, c'est pas ce qu'il y avait de mieux comme l'an dernier. Et puis l'Espagnol qui parfois nous gratifie de matchs aboutis. Voilà, le 15e contre le 11e. Patrice, est-ce que ce match-là, justement, n'est pas le plus difficile à pronostiquer de cette grille, puisque, voilà, on ne sait pas trop... C'est vrai. Sur quelle base on peut non, mais c'est vrai que c'est un match du ventre mou du championnat, on va dire ça. Hein, avec la Real Sociedad qui a l'habitude de gagner contre les petites, mais qui a du mal contre les grosses. Voilà, si on peut définir cette équipe du Real Sociedad. Ils ont perdu, malheureusement pour eux, Sadi qui s'est fait les croisés. Apparemment, ça va être compliqué pour lui. Et puis surtout, ils ont pas enfin trouvé l'étincelle qui va faire la différence. Donc, et puis l'Espagnol en face, problème défensif. C'est-à-dire que les Espagnols, ils ont vraiment une défense très compliquée, enfin très, très faible, ce qui fait qu'ils encaissent but sur but. Et ils ont déjà 5 défaites. Je crois que c'est là qu'il y a Bretouet, c'est là que c'est lui qui... Donc voilà, bon, il est resté dans la même ville en fait. Voilà, il n'a pas. Donc très compliqué à pronostiquer. Moi j'ai mis un nul parce que c'est un genre de match effectivement qui accouche d'un nul en général. Donc je suis resté fidèle à mon habitude. Ce genre de match qui n'est pas encore un match bof. Le match bof arrive après. Ce serait plutôt nul. Guillaume Moi je pense que la logique va être respectée. On rappelle que la Sociedad c'était une équipe qui jouait les premiers rôles l'année dernière, avec un fond de jeu assez intéressant ma foi, avec notamment David Silva à la baguette. Donc voilà, je vais tenter la victoire à domicile, tout simplement pour la Real Sociedad. Snorri. J'ai fait pareil que Guillaume, mais j'ai rajouté la victoire surprise de l'Espagnol Barcelone, parce que c'est une équipe, quand tu t'y attends pas, ils font des résultats. C'est ça, il me semble que j'ai pas trop retenu le nom, mais il me semble qu'il y a une petite pépite à l'avant. Ils ont 2-3 pas mal. Même si la défense n'est pas bonne, mais il me semble qu'à l'avant, il y a, un buteur sympathique, techniquement parlant. Raoul Taboudou, voilà, c'est ça. De Raoul, je crois, ils appellent. Il est revenu, il joue bien. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est pas une équipe. C'est une équipe typiquement espagnole. Voilà, pas manchotte parfois. Techniquement, c'est un bon niveau. On reste sur une bonne équipe de Liga. Et il se peut effectivement, la Sociedad, c'est une équipe qui aime bien rencontrer les gros, mais qui parfois peut se prendre les pieds dans le tapis, dans le gazon même, contre des équipes prétendues moins fortes. Donc j'ai mis le grand écart. Effectivement, comme disait Patrice, dernier match de la deuxième partie de notre émission, messieurs, feuille de match, avec le match bof. Allez, je le dis.
Je pense qu'on c'est à décès qu'on a mis entre deux matchs. Brest-Ajaccio. On est dans le bas du classement. On est sur une équipe qui nous a beaucoup déçus par rapport à ce qu'elle a donné même contre Marseille l'année dernière, cette équipe de Brest. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait de ces deux équipes? Encore une fois, je pense que celui qui a concocté cette grille a été futé là-dessus, ce match-là. Victoire de Brest, allez, on va dire dans la logique du classement. Alors, oui, effectivement, il y a plusieurs façons de lire ce match. En fait, il y a d'un côté un Brest qui, effectivement, est dans les derniers, aujourd'hui 18e, de manière assez incompréhensible d'ailleurs, parce qu'ils ont une équipe quand même qui mérite d'être beaucoup plus haut. La preuve, c'est qu'ils n'ont réussi à faire que 1-0 contre le Paris, donc ils ont tenu quand même la dragée haute contre Paris Saint-Germain. Et puis par contre, alors, il y a Ajaccio qui, malheureusement pour eux, ne sont pas du tout préparés à cette remontée en Ligue 1, qui ont eu trop de carences, qui ne sont pas du tout du niveau visiblement. Et à tous les étages, ça manque. Un seul point depuis le début du championnat, je pense que malheureusement pour eux, la messe est déjà dite. Donc moi je vois un Brest qui va se faire les dents, parce que là il y a 3 points à prendre. Il suffit d'aller les chercher, donc ils vont tout faire pour le faire. Et je pense que ça va être un carton. Moi je vois un petit 6-0, parce que on va avoir un Brest revanchard qui malheureusement n'a pas réussi à accrocher des victoires jusqu'à présent très, très convaincantes, mais qui là va se faire les dents. Donc je dirais Brest sec sans problème. Guillaume et Snorri, ça sent vraiment déjà la Ligue. On dit. Retrouver Ajaccio. En plus, ils vont être 4 à redescendre cette année. Il se pourrait bien qu'Ajaccio soit dans ce wagon des 4. Alors, franchement, c'est un sacré déplacement quand même. Ajaccio qui va à Brest, j'espère qu'ils vont pas en char à vol parce que là, ils en ont pour un petit moment. Non, moi je vois Brest parce que Ajaccio à l'extérieur c'est catastrophique et Brest justement à domicile c'est quand même. Ils aiment bien leur stade, hein, quand même, ça se voit, ils jouent quand même bien mieux à domicile. Et pour moi, déjà Brest a un niveau quand même un peu supérieur, ils ont l'expérience, donc pour moi ça fera pas un pli. Alors ça, je sais pas si ça fera 6-0, mais pour moi il n'y a pas trop de doute. Et puis attention aux exécutions en régie, hein, là c'est pas la bonne équipe, faut faire gaffe. C'est une petite équipe allemande, mais bon bref. Mais voilà, ce sera sinon le 1 pour moi. Oui, je pense que Brest, en plus j'étais surpris la dernière fois, j'ai vu que c'est Slimani qui est à l'attaque de Islam Slimani qui est attaquant de Brest, donc ils sont quand même pas non plus à la ramasse, ça reste avec des passes de Lesmelou, attention. Ouais, Lesmelou, donc ils ont une équipe sympa à avoir joué, et effectivement ils veulent faire de le blé la forteresse imprenable. Désolé pour Ajaccio, mais ils culminent plus de cartons rouges que de points depuis le début de la saison, donc c'est dangereux. Et puis tu peux pas toujours compter sur les extérieurs de Mangani ou les pénaltys de Mangani, transfuge danger. Pour marquer des buts ou pour créer le danger. Mangani, c'est un mec qui a plus de 32, 33 balais. C'est ce qu'on dit à Ajaccio? Non. Des pénaux. Oui, mais des Mangani. J'arrête. Sans problème. Non, donc c'est pour ça que j'ai mis Brest sans trop sourcils, parce que honnêtement, si Brest va se battre pour ne pas être en Ligue 2, comme tu le dis, Patrick, je pense qu'ils sont Ajaccio, malheureusement, ils ont presque déjà 2 orteils sur 10 en Ligue 2. C'est juste tu peux pas démarrer comme ça. De points, voilà. Ah ouais, voilà. Tu peux pas démarrer avec 7 matchs, 2 points, c'est pas possible. Un point, tu vois, oui, je suis gentil. Bon, en tout cas, on se retrouve dans quelques secondes pour la dernière partie. Vous avez les 10 bons pronostics pour dimanche. Allez, restez pas trop loin, allez prendre de quoi vous réfléchir et puis on se retrouve dans quelques instants. Eh bien oui, nous nous retrouvons pour cette dernière partie de l'émission Feuille de match avec les 4 derniers pronostics. Je l'ai dit, vous retrouvez sur les applications aussi avec les pronostics de Ronnie qui n'est pas avec nous, mais on pense à lui. Et puis Guillaume Michaud, Patrice, moi-même, et puis bientôt peut-être même Snorri. En tout cas, vous avez l'application sur laquelle vous pouvez retrouver le pronostic et de quoi donc rafler ces 100 000 € ce dimanche avant 500 000 €, oui, avant 8h55 ce dimanche. Alors on finit, on commence par, on va dire un duel inattendu au sommet de la Liga, enfin de la Bundesliga entre Hoffenheim qui reçoit
Fribourg, deux équipes qu'on ne pensait pas à ce niveau, et puis elles vont se disputer, donc un bon patron, donc la première place de cette Bundesliga, si tant est que Bayern ne puisse pas confirmer de l'autre côté, mais en tout cas, beau match, moi j'ai envie de dire, entre deux maintenant prétendants qui se sont installés sérieusement, pour l'instant en tout cas, à la tête de cette Liga. Bah, comme je disais la semaine dernière, le championnat allemand est en train de créer une révolution, puisque qui eût cru qu'on aurait pu trouver Union de Berlin en tête. Union de Berlin qui était il y a 4 ans en Ligue inférieure. Bouli 2, ouais. Ouais, c'est fou, hein. Et Fribourg 2e, Hoffenheim 4e, où va-t-on? Donc là, ça devient de plus en plus compliqué pour pronostiquer quoi que ce soit, parce que là, on a vraiment un match de gala, encore une fois, un match à 6 points pour désigner peut-être le futur second, peut-être le futur leader, on ne sait pas. Et Hoffenheim, on découvre cette équipe qui était avant une équipe de milieu de tableau et qui commence à arriver au sommet avec des joueurs comme Rother, hein, c'est ça, Dabour, et puis il y en a un autre, Kramaric. Non, Kramaric, c'est le Croate qui a joué. Et donc c'est une équipe qui me surprend. Et puis Fribourg, alors là Fribourg, depuis la semaine dernière, je ne connaissais pas non plus, c'est Fribourg qui devient un petit peu le poil à gratter du Bayern qui tape à la porte. Il était déjà l'an dernier. Un petit peu, ouais, il avait un très très bon début de saison. Après, c'était un peu écroulé dans le sprint final, mais c'est une équipe qui est bien placée depuis longtemps. Bon, alors évidemment, est-ce qu'ils continueront jusque-là? Est-ce qu'ils ont le banc suffisant pour tenir la dragée haute à des équipes comme Bayern et autres? Ils ont déjà fait une petite contre-performance contre Mönchengladbach la semaine dernière, donc attention. Donc je dirais que sur ce match-là, il faut être très, très savant. Donc moi j'ai mis un nul parce que je vois ces deux équipes, la constance est tellement importante qu'ils vont finalement s'annuler. Donc pour moi c'est un 2 partout presque, je dirais, au niveau du score. Moi j'ai copié la grille de Patrice de toute manière. Ça commence les copieurs à l'école c'est difficile, tu sais. Non mais deux équipes qui se retrouvent en haut du tableau, on ne sait comment, enfin j'exagère, ils jouent quand même bien, mais c'est pas des noms qu'on est habitué à voir à ce niveau-là. Fribourg a flanché la semaine dernière avec un match nul effectivement contre le Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim, de l'autre côté, effectivement, il y a le Kramaric qui avait joué la Coupe du Monde avec la Croatie, qui est un très très bon joueur. Donc voilà, c'est un match qui va être disputé. Il y aura des buts comme souvent en Bundesliga. Donc ouais, un 2-2, un 3-3, c'est plutôt ce que je vois. C'est un peu particulier parce que vous savez, Hoffenheim, c'est le club le plus détesté d'Allemagne. Parce qu'il a pas. Red Bull, non? Non, parce qu'en fait, il appartient à Dietmar Hopp, qui est vraiment un multimilliardaire. Oui. Et en fait, il n'est pas aimé pour plein de raisons. C'est un peu bête, il y a un peu de jalousie, il y a un peu le fait qu'il est multimillionnaire, il donne des leçons, si tu veux, sur le management. Un peu à toute l'intelligentsia du foot en Allemagne. Et c'est lui qui était le premier à s'équiper avec ces fameux laboratoires, les fameuses machines qui t'envoient des ballons partout, qui a été très suivi après par toute la galaxie Red Bull avec plus d'argent. Mais l'idée c'était ça. Donc c'est vrai que c'est un mec qui est très vantard. On dit qu'Hoffenheim, ça raconte un petit peu. Et c'est pas un club qui est très aimé, contrairement à Fribourg, qui est un club du peuple qui est aimé et qui est le club, un des clubs les plus jeunes en effectif de la Bundesliga. Et moi j'aime comment joue Fribourg, donc j'ai mis Fribourg. C'est pas que j'aime pas Hoffenheim pour autant, hein. Je respecte cette manière de voir le football 2.0 à base de, c'est un des premiers à amener la data, tous ces systèmes de machines. En fait, on fait beaucoup d'entraînement avec des machines et pas forcément en groupe. C'est un peu particulier. C'est pas Midtjylland non plus en Norvège, mais c'est très particulier. Mais j'ai mis quand même Fribourg parce que malgré leur petit trébuchage de la semaine dernière contre Gladbach qui va mieux, comme par hasard quand Thuram va mieux, Gladbach va mieux, c'est peut-être un hasard, peut-être bref comme par hasard, mais à partir de là je préfère mettre Fribourg parce que je pense que le beau jeu c'est eux qui le font plus qu'Hoffenheim. Effectivement, moi aussi j'ai mis une pépite sur Fribourg. Je me suis dit cette équipe là me fait plaisir, et puis comme on l'a dit, comme c'est qui a un petit peu chatouillé notre Bayern d'antan et vraiment imbattable, je me dis que face à Hoffenheim, ils auront à cœur de rester pas trop loin du club qu'on va voir tout à l'heure, hein, Union Berlin, le leader qui reçoit Wolfsburg. Voilà un match aussi où on pense quand même que ils ont de quoi. Allez Patrice, est-ce que tu peux me donner 2 joueurs d'Union de Berlin? Oui, Jordan. Jordan Tell? Jordan, Jordan, tout ce court. Baker, je crois aussi. Baker, oui. Je me suis abonné vos poésies. Je connais mieux
les joueurs du Hertha parce que je suis fan du Hertha, je connais mieux les joueurs du Hertha que les joueurs de l'Union. Alors Patrick, ce pronostic sur ce match-là, est-ce que l'Union... voilà. On a là une confrontation entre le premier, le leader de la Bundesliga, et le 16e. Donc a priori, il y a un petit décalage quand même. C'est vrai que l'Union de Berlin, on ne le connaissait pas. C'est vrai que lui aussi, il sort, je crois, de deuxième division. Il était inconnu du bataillon depuis longtemps, il y a 4 ans. Et donc voilà. Alors, et en face, il y a Wolfsburg, qui lui rate son début de championnat, qui a 3 défaites de suite, enfin qui a déjà 3 défaites. Donc sur le papier, ça reste un match probablement disproportionné. Et moi, en état actuel des choses, n'étant pas un spécialiste non plus de ces nouveaux clubs qui viennent d'émerger de on ne sait pas d'où, je dirais que l'Union de Berlin a priori l'étiquette de favori sur ce match, puisque jusqu'à présent ils ont tout fracassé et ils font un carton, donc ça veut dire qu'ils ont un potentiel. Donc je fais confiance au classement et je dirais que je donne mon pronostic à l'Union de Berlin. Guillaume et Esnoï, quand même, on parle sérieusement. Moi, je regarde un petit peu les matchs d'Union. Il y a du fond de jeu. Il y a un jeu. Ils ne sont pas là par hasard. C'est pas des coups de billard. On sent qu'il y a un fond de jeu. On sent qu'il y a une manière de jouer à l'Union cette année, en tout cas. D'accord. Parce que c'est vrai que l'année dernière, il n'avait pas fait forte impression l'Union de Berlin. C'était pas mal. Bah, c'est le Hertha qui était vraiment pas bien. Nous, moi, je suis fan du Hertha. On joue les playoffs pour rester en bully contre un match contre Hambourg. On sent le meilleur match de la saison, c'est à ce moment-là. Donc vraiment, à Berlin, le peuple enfin est en train de quitter le Hertha pour aller vers l'Union, qui est le club vraiment des petits, du peuple, le peuple ouvrier, que le Hertha c'était le stade olympique, c'est le club historique en plus du Reich, donc c'est pas facile à passer comme image de l'Union de Berlin, mais ça joue très très bien. Hein. Non, mais je dis que c'est pas une équipe qui visait toute première place normalement. Le fait qu'ils soient premier, c'est quand même une surprise. Ah oui, d'accord. Même pour eux-mêmes, je crois. Même pour eux-mêmes. Et vous êtes continué ou pas? Honnêtement non, parce que Wolfsburg l'année dernière ils étaient eux pour le coup une des très bonnes surprises, ils ont lutté pour l'Europe jusqu'à la fin, donc le début de championnat surtout sur Bundesliga, si vous n'avez pas encore affronté les gros, ça ne veut pas forcément dire grand chose si vous êtes premier, donc là-dessus je vais tenter le gros coup avec une victoire de Wolfsburg à l'extérieur, parce que je me dis quand même que d'avoir rattrapé des points, et sur le papier en début de saison c'est une équipe qu'on aurait mis sûrement au-dessus de l'Union de Berlin. Donc je vais tenter le 2. Snorri. Moi je suis fan de Hertha Berlin, ça me fait mal de le dire. Je le redis encore une fois, je suis fan du Hertha, mais je suis obligé d'avouer que l'Union joue bien. On a encore affaire à un coach qui sort de l'école Ralf Rangnick, qui illumine de son football toute l'Europe. Pas lui, c'est l'air d'un bon professeur, mais c'est pas un bon manager. Mais quand tu vois la perte de Benfica contre la Juve de Roger Schmidt, tu comprends à quel point ce mec est important. Klopp, tous ces entraîneurs, Nagelsmann sont tous biberonnés par sa méthode, et l'entraîneur de l'Union c'est aussi un gars qui a fait ses classes. C'est peut-être par hasard qu'ils sont aussi bien. Après, comme dit Guillaume, ils vont commencer à perdre des plumes parce qu'eux aussi jouent la Coupe d'Europe. Et forcément, ils vont peut-être pas avoir le banc qui va leur permettre de suivre toute l'année. Pour l'instant, c'est bien. Je pense qu'ils peuvent battre Wolfsburg, mais je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir tenir la dragée toute l'année. En top liste numéro, ils sont leaders. Comme dit Guillaume, je suis même pas sûr qu'eux-mêmes s'attendaient à ça. C'est cela. C'est pour ça que moi j'ai mis une couverture partielle en disant l'Union peut-être ralentie par Wolfsburg, soit sur un match nul, ou se faire respecter et gagner à domicile pour l'Union de Berlin. Monsieur, faisons un tour, retournons en Italie avec, je dis, le club Hellas Monza qui a un point, pas par hasard. C'est l'Ajaccio de la Serie A qui reçoit la Juve. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Juve actuelle? Bon, on a un Milik qui valait rien à Marseille qui joue divinement, enfin en tout cas est plus efficace à la Juve. Est-ce que la Juve doit faire honneur à cette équipe 3 points? En tout cas pour l'instant, le AC Monza. Alors, effectivement, d'un côté, on a l'AC Monza. Alors, est-ce que vous savez qui est le président de l'AC Monza? Oui, c'est très connu. Berlusconi. Et donc, voilà, Berlusconi qui a été chercher une équipe qui s'appelle AC Monza et qui l'a fait monter. Qui est dans la banlieue de Milan. Voilà, il n'a pas été loin. Hein. Voilà. Pas loin. Donc, il a déjà viré son entraîneur. Il n'a pas changé, le mec. Le Cavaliere est toujours le même. Donc, il est optimiste. Hein. Et puis en face, on a la Juventus, effectivement, qu'on connaît très bien, qui a joué contre le Paris Saint-Germain, qui vient d'être battu dernièrement par qui déjà? Benfica. Par Benfica, voilà. Donc, attention. Alors là, attention, parce que
peut-être qu'on peut avoir une surprise là-dessus. Parce que moi, je suis la Juventus, je vois AC Monza, je viens en claquette. Tu veux les mettre en crise, toi, la Juve. S'ils perdent contre Monza, c'est fini, là. Voilà. Et attention, on a vu la Juve bousculée par Salernitana, d'ailleurs. Salernitana. Voilà, Ça peut dur à dire aussi. Ça fait comme Fashkeya, c'est difficile à dire. Voilà. Ils étaient menés 2-0. Oui, 2-0. Ils ont revenu à 2-2. Donc il y a une force mentale quand même. Il y a une force mentale. Mais attention. Donc, non, logiquement, la Juventus doit gagner. Mais moi, si je veux gagner 500 000 euros, je me dis, peut-être qu'il y a une surprise à attendre là. Donc, je vais peut-être mettre 1 et 2. C'est-à-dire que je vais faire une mise sur Monza au cas où. C'est intelligent. Hein. Voilà. Et puis, la Juventus, parce qu'effectivement, la Juventus, normalement, là-dessus, il n'y a pas photo. Voilà. Guillaume? Monza, on en parle beaucoup en Italie parce que c'est une des équipes qui a le plus recruté finalement cet été. Un très beau recrutement. La Juve, extrêmement décevant, je trouve. On a donné toutes les armes à Allegri pour faire son équipe et aujourd'hui. Toutes les armes qu'il voulait en plus. C'est ça en plus, t'as raison, Guillaume, de le dire. Donc voilà, il s'est séparé de certains joueurs finalement qui brillent autre part. Donc je pense à Dybala notamment. Donc voilà, assez décevant et moi aussi j'imagine la surprise ne sera peut-être pas une surprise et j'imagine un nul ou une victoire extérieure de la Juve. Bon, ça va être compliqué quand même pour Monza, mais ça peut aller vite. Alors je pense que la Juve va l'emporter parce que Monza est pas assez fort, mais normalement Allegri joue sa tête contre Monza samedi, soi-disant dimanche. Si je suis pas sûr que même s'il gagne 3-0 à Monza, Allegri ait plus de chances de rester. Enfin, en tout cas, ça doit être le copain du président. Il y a un énorme Twitter qui tourne, il y a un énorme hashtag qui tourne, Allegri out dans toute l'Europe du football depuis quelques semaines. Mais Allegri, c'est la joie, non? Comment va-t-il supporter la pression? On voit bien qu'il a un football qui est dépassé, tout le monde le dit, même sur les talk shows à la télévision italienne, ils sont unanimes. Alors pourtant, ils l'ont porté au nu parce qu'à une époque, c'est vrai que ça jouait. Et quand tu as un coach qui dit je m'en moque de la manière, tout ce qui compte c'est le résultat, mais si tu n'as pas le résultat, que fais-tu de la manière? Donc voilà, donc il faut peut-être avoir un peu de manière dans tout ça. Et on sait que la Juve, le seul problème actuellement, c'est qu'effectivement, ils n'arrivent pas à recréer cette dynamique qu'on fait une des meilleures. Et pourtant, je pense qu'il doit avoir le 3e meilleur effectif d'Italie derrière les 2 Milan. Donc il ne devrait pas en être là, non? Si quand on remarque, il n'y a plus de Pogba déjà, au milieu c'est quoi, McKinney? Oui, mais quand Pogba et Di Maria vont revenir, normalement en janvier, l'équipe au complet elle est bien. C'est une équipe XXL. Mais l'équipe est pas au complet et c'est un peu ça aussi qui fait que les résultats sont pas. Après ils ont perdu De Ligt et ils lui ont jamais vraiment donné sa chance, mais en fait ils ont jamais vraiment donné sa chance à Pirlo non plus. C'est une équipe qui se cherche autant sur le terrain qu'en dehors. C'est le bon moment pour Monza de les taper. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment. La Juve a jamais été aussi faible que depuis des années que maintenant, mais c'est tellement loin de l'écart est tellement important entre les deux effectifs, les qualités intrinsèques, que ça va pas jouer là. Mais si j'étais Allegri, même s'il gagne dimanche, pour moi, il n'est pas sauvé. En tout cas, c'est l'occasion pour la Juve de se refaire une petite santé face à Monza. Ça peut être un match qui psychologiquement peut griller un peu. Il y a 3 points. Moi, tout à l'heure, c'était bien ce que tu disais. Il y a l'AC Monza, l'AC Ajaccio, c'est un peu le parallèle. C'est une équipe, il faut leur prendre des points. En tout cas, messieurs, il y a un dernier match de la grille. J'ai l'impression qu'après avoir usité tous les paramètres de cette grille, on tombe sur un match vicieux, moi je dis. L'AS Roma qui reçoit l'Atalanta. Voilà, c'est un match qui pourrait nous faire rêver par rapport à ce que ça donnait l'Atalanta en Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps. À l'époque, on était encore plus ou moins confinés. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Bon, pourtant, il y a un point qui sépare les deux équipes. Moi, je reste sur une très bonne attitude en ce moment de l'AS Roma. Je me dis, une victoire à domicile pour Rome serait logique, mais attention à l'Atalanta. Que dit Patrice? Moi, je dis que c'est un gros match. Je dis que c'est un très gros match, un match de leader, puisqu'en fait, on a le 5e contre le second, qui sont à très peu de distance l'un de l'autre. On a d'un côté AS Roma, effectivement, qui avait fait 6e l'année dernière, mais qui avait quand même remporté la conférence. Hein, donc, et puis qui fait un bon début, soyons clairs, hein, parce qu'ils ont quand même un très bel effectif cette année. Hein. Dybala est chez eux, il y a Abraham, il y a Pellegrini, donc il y a de l'ambition. Il y a un coach qui est ambitieux aussi. Et donc il y a Atalanta qui est second et qui aimerait bien le rester, même aller plus loin, qui avait déçu dans le passé et puis qui commence bien le championnat aussi. Donc on a deux équipes qui arrivent, qui se confrontent dans les meilleures conditions pour les deux. C'est-à-dire que là, on a vraiment un choc. C'est compliqué de savoir qui c'est qui va sortir vainqueur. Donc j'avais encore un trip, je le mettrai là, mais je n'en ai plus. Et donc, alors moi, dans ce cas-là, j'ai toujours un principe, c'est de mettre
le favori chez lui. C'est-à-dire que je me dis, l'AS Roma chez lui, surtout en Italie, les tifosi, ils sont très... ils y vont. Donc je mettrai un petit copec sur l'AS Rome parce qu'ils sont chez eux. Mais je dis, ça va être un match très indécis. Bah, moi aussi, je me suis beaucoup gratté la tête. Franchement, j'ai dû perdre des cheveux dans cette histoire. Non, un match très très compliqué à décider, des équipes avec des ambitions. L'Atalanta, à la fin de saison dernière, était compliqué, mais je pense qu'ils attendaient la fin de saison parce que c'était une équipe qui était un peu en bout de souffle. Et effectivement, là, ils repartent bien mieux avec les mêmes principes de jeu avec Gasperini. Des équipes qu'on connaît en fait finalement, donc elles se connaissent aussi. Le match nul pour moi c'est très probable, et sinon je mettrais le petit avantage AS Roma à domicile, donc le 1 et le N. Bah moi justement il me restait le triple, donc je l'ai placé là, il est là, voilà, il va être là mon triple. Belote. Voilà, donc, pour les explications que vous avez données. Et puis il y a aussi un truc, c'est que statistiquement parlant, Mourinho, Gasperini, c'est souvent avantage à Gasperini. Il arrive à faire déjouer le mou dans tous les sens du terme, donc je pense que le triple est jouable ici, c'est là où j'ai mis mon triple pour cette grille. Voilà, donc victoire pour moi aussi l'AS Roma, voilà, pour pouvoir remonter, pouvoir repasser sur l'Atalanta. On va ensemble, mais voilà, cette grille qui va nous permettre de fêter ces 500 000 euros dimanche avec vous, amis supporters. Donc, comme on dit, alors Lyon face au PSG, on dit PSG, donc le 2. Marseille, Rennes, le 1 ou le 2. Nantes lance le 1 ou le 2, Nice Angers le 1, Clermont face à 3 le 1, l'AC Milan face au Napoli le 1, le N et le 2, l'Atlético de Madrid face au Real de Madrid le 1 ou le 2, Villarreal FC Séville le 1, Real Sociedad face à l'Espagnol de Barcelone le 1, Brest Ajaccio le 1, Hoffenheim face à Fribourg le N et le 2, Union Berlin face à Wolfsburg le 1, Monza face à la Juventus donc le 2, et enfin l'AS Roma face à l'Atalanta de Bergame le 1 et le N. Voilà, monsieur, cette grille qui à mon sens fera 1 heureux ou des heureux ce dimanche. Je vous dis donc, qu'est-ce qu'on peut dire en clôture, messieurs, en attendant la semaine prochaine avec peut-être de nouveaux élèves studieux qui vont arriver et retardataires. En tout cas, on est très content que le football ait repris ses droits, que les matchs soient quasiment tout le temps à carton plein, enfin guichet fermé, que ça reparte comme à l'époque et qu'on soit sorti de nos différentes crises diverses et variées. Et j'espère que le foot triomphera comme d'habitude. En tant que passionné, c'est la seule chose que je demande. Guillaume et Snorri. Moi je rajouterais, n'oubliez pas l'application, Oui, voilà, avec les différents pronostics des gens qui sont ici présents, et n'oubliez pas aussi que l'émission est diffusée aussi sur la chaîne YouTube de Éclair Télévision. Exactement. Snorri. Non, je pense la même chose que Pat. On serait sur l'idée qu'il faut que le foot reprenne et même que ça se calme un peu dans les tribunes, ça serait bien. Je pense qu'on arrive à un moment où la société est en train de changer. Et c'est dur en ce moment pour beaucoup de gens et ça se manifeste aussi dans les stades. Et c'est vrai que avoir à nouveau essayer d'éviter toutes les semaines, on a des problèmes d'hooliganisme. Les mecs font des 500 km pour taper sur la tronche des autres, 1000 bornes. Ça serait bien d'arrêter ça et qu'on en revienne au sport parce que ce qui compte c'est ça. Il ne faut pas oublier que les acteurs publics ont un rôle public auprès des gamins, auprès de tous les gamins qui regardent le foot encore avec des grands yeux émerveillés. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ben merci monsieur Snorri pour ces mots pleins de sagesse. On se retrouve la semaine prochaine, messieurs. Merci d'avoir suivi sur Éclair TV. La feuille de match reprend dès la semaine prochaine. Bonne soirée et puis tout ce qui va suivre sur Éclair TV est toujours aussi bon et magnifique. Bonne soirée.